Donc vous êtes sur le deuxième webinaire du Summit for Good. Après une première session d'intro, on a parlé de la tech au service du bien commun, utopie ou réalité. On va maintenant parler de la tech for good dans les grands groupes et PME, initiatives et collaborations. Juste pour vous rappeler que on a sur un rythme de 2 webinaires aujourd'hui, 2 demain. Et ensuite, il y a donc dans ce Summit for Good, il y a donc un challenge également. Donc, il y a une plateforme pour lancer des projets, déposer des projets autour de cette thématique-là. Hein, c'est une deuxième édition sous ce format-là, dans le cadre du Community Fund qui a lieu au niveau national, qui promeut justement des initiatives régionales. Donc, dans le prolongement de ces webinaires, il y aura l'ouverture du dépôt des projets. L'ouverture est déjà faite, mais la possibilité de déposer des projets avec différents lots, différents prix qui seront attribués pour là aussi enclencher une dynamique vertueuse. Voilà, donc allez, on va démarrer sur cette session, puis on reviendra peut-être sur le challenge juste à la fin pour ceux que ça intéresse et qui veulent en savoir plus pour comment on fait pour déposer des projets. Alors, on va maintenant parler des initiatives et des collaborations qui existantes. Alors, on a sur cette table ronde, je ne suis pas seul, je suis bien accompagné et bien accompagné. Alors, nous avons Céline, Nicolas, Yann et Freddy qui sont virtuellement présents en ma compagnie. Je laisse la parole peut-être à chacun rapidement, juste pour se présenter rapidement son activité, même si on est sur des très grands groupes, donc c'est souvent on connaît les activités, mais expliquez ce que vous faites aussi au niveau de ces grands groupes, et puis ensuite on démarre le jeu des questions-réponses. Céline, je vous donne la parole. Chez Orange, vous êtes directrice de la communication externe Orange Pays de Loire, c'est bien ça? Voilà, je m'occupe de la communication externe sur les Pays de la Loire. Je suis basée à Nantes et je m'occupe aussi de programmes d'accompagnement transverse et notamment dans l'entrepreneuriat pour accompagner l'entrepreneuriat féminin qui fait partie de nos engagements RSE dans l'entreprise. Voilà, Ouais, c'est ça, on va en parler ensemble dans quelques on va en minutes. parler. Voilà, on continue le tour de table avec, par exemple, Nicolas, que j'aperçois, fidèle habitué de nos événements sur le ferry, mais pas que. Nicolas Viel, Enedis, là aussi, je te laisse te présenter et puis dire en quelques, peut-être, hashtags, en quelques mots-clés un peu, la teneur de ton discours dans cette table ronde. Très bien. Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Donc, comme c'était indiqué, moi, je suis responsable numérique et innovation sur la direction régionale Bretagne d'Enedis, donc gestionnaire du réseau électrique en France. Le hashtag, il est assez clair pour moi, c'est que modestie, on arrive, on n'est surtout pas des spécialistes du sujet, on monte en compétences et ça, c'est le message que je voulais vous passer en introduction. Et pragmatisme. On est une entreprise très opérationnelle, et ce sujet-là, on le traite comme les autres de manière très pragmatique, avec des actions plus ou moins grandes, mais en tout cas, on essaie d'être le plus concret possible. Parfait. Merci Nicolas pour ta présence et ta fidélité aussi dans l'écosystème breton. On continue le tour de table. Yann Loison, est-ce que c'est toi qui prends la parole? Je vois que Nathalie également est présente sur cette session. Alors, on va parler FinTech ensemble avec l'entité Brest avec 3S. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Yann Loison, moi je représente Brest qui est la filière dédiée à la FinTech du Crédit Mutuel Arkea. Moi, je travaille sur le volet de collaboration avec les FinTech et sur le sujet d'open innovation, d'innovation ouverte. Et voilà, on a une façon assez singulière de travailler l'innovation dans le secteur financier en Bretagne. Et donc, mes hashtags, ça va être effectivement humilité par rapport à notre approche et nos éléments de valeur, et puis contribution à notre échelle, voilà, assez pragmatique aussi sur la contribution du groupe. Bien sûr. Merci Yann pour ton témoignage. Et on termine le tour de table avec Freddy de Veolia. Là aussi, quelques mots de présentation, Freddy. Oui, bonjour à tous. Je venais juste d'apercevoir que j'avais mon micro qui était coupé. Donc, Freddy Beau, directeur du territoire bassin de la Vilaine, donc chez Veolia Eau pour l'activité eau. Donc nous, notre métier premier, en fait, c'est avant tout traiter et distribuer le table auprès des abonnés et puis tout ce qui a trait en fait à l'assainissement en termes de collecte et de traitement des eaux usées.
On travaille, donc moi, mon secteur, mon périmètre concerné, c'est le sud de l'Yvelines et le 56. Et de par notre activité, en fait, nous, on est directement liés en fait, à l'environnement et notre raison d'être. Vous allez voir que dans mon témoignage, je vais surtout parler de raison d'être. Et c'est vraiment de contribuer en fait à ressourcer encore davantage le monde et chacun à notre petit niveau, comment on peut essayer de contribuer en fait encore davantage, impliquer chaque collaborateur à ressourcer en fait le monde. Eh ben, très bien, un bon teasing pour démarrer la conférence. En tout cas, on va essayer de ne pas avoir de langue de bois, et puis pas de bullshiter, pour prendre un anglicisme. L'idée, c'est vraiment de montrer comment est-ce que vous vivez cette Tech for Good, comment vous l'interprétez et comment ça peut être vécu dans vos entités respectives. Alors peut-être pour démarrer, parce que cette notion de for good, elle est relativement large. On parle à la fois d'éléments humains, mais d'éléments, il y a beaucoup d'éléments derrière, de sobriété numérique, on parle de gestion des déchets, on parle de la mixité dans l'entreprise, etc. Comment est-ce que c'est quoi comment vous l'interprétez chez vous? Jusqu'où va ce périmètre d'action? Qui souhaite démarrer? L'idée, c'est que vous rebondissiez les uns les autres sur vos réponses respectives, pas de formalisme entre nous. Moi, je veux bien démarrer sur la partie périmètre. Vas-y, Yann. Pour Brest, nous, sur la partie, parce qu'il y a le mot tech dans la partie for good, ouais. Nous, c'est vraiment la tech au service des ODD. Estelle en a parlé tout à l'heure, mais les objectifs de développement durable. Voilà, la définition est assez simple. On sait que c'est pas forcément un secteur, c'est pas une verticale. Les frontières, elles sont encore limites. On parle de RSE, d'impact, etc. L'important, on l'a dit tout à l'heure, c'est comment finalement on fait du bien. Comment on évalue cet impact-là, cette contribution, on fait du bien, et finalement, nous, on l'a traduit par un engagement, voilà, dans une mission pour faire du bien. Voilà. Donc, nous, un peu notre façon de le penser, voilà, entreprise à mission, on en parlera après un petit peu tout à l'heure sur la partie raison d'être. L'important, c'est l'engagement qu'on y met et le résultat final après les mots. Voilà. OK. On continue le tour de table. Comment s'est vécue cette question chez, alors par exemple, Nicolas Enedis? Ouais, je pense que le mot RSE revient aussi. Pour répondre à la question, Tech for Good, pour nous, c'est pas que de la tech. C'était un peu la question. On n'engage pas que sur l'angle technique. Il y a tout un volet qualité de vie au travail aussi qu'on essaye d'adresser, parce qu'on essaye au travers de ce volet-là de faire en sorte d'impliquer tout le monde, y compris les gens qui font pas du numérique, qui sont pas dans le numérique. Et on a forcément, de par notre activité, un angle important autour de la transition écologique. Notamment réduction de l'empreinte d'émissions carbone ou compensation. Donc voilà comment on l'aborde et avec ce double fil rouge, être concret et puis essayer d'embarquer un maximum de monde. Mais c'est pas que de la tech. Ouais, c'est pas que de la tech. Céline, même perception du côté d'Orange? Oui, je rebondis sur ce qu'a dit tout à l'heure Nicolas aussi quand il a parlé d'agir, où on est vraiment très dans le concret, c'est-à-dire que ça fait partie on a deux engagements importants qui font partie du plan stratégique de l'entreprise. Donc, on est vraiment dans l'action, dans le concret, avec deux engagements. Le premier, c'est pour agir pour l'égalité numérique. Qui nous demande en fait de proposer des produits et services accessibles à tous avec des offres inclusives, des offres sociales, qui nous demandent aussi d'être l'acteur de confiance, vraiment, de proposer des programmes d'accompagnement, d'étendre la couverture réseau, mais pour qu'elle soit accessible à tous. Et ça fait partie de nos axes de développement et vraiment qui sont définis dans le plan d'entreprise. Et on s'adresse, c'est une politique qui s'adresse vraiment à toutes nos parties prenantes, à savoir nos collaborateurs, la société et la planète. Et ça fait vraiment partie ça s'inscrit dans notre raison d'être, en fait, en tant qu'acteur de confiance. Et puis, il y a un deuxième engagement très important, c'est effectivement la lutte contre le réchauffement climatique, où, je crois que c'est Nicolas qui en parlait tout à l'heure aussi par rapport à l'environnement, je ne sais plus, où on est vraiment sur des objectifs d'atteindre le net zéro carbone, avec des objectifs quand même ambitieux en 2040. D'améliorer notre efficacité énergétique, de déployer l'économie circulaire, de recourir à l'électricité d'origine renouvelable lorsque c'est possible. Et là, on embarque avec nous nos clients,
nos salariés. C'est-à-dire que c'est vraiment une raison d'être, c'est vraiment un fonctionnement d'entreprise et c'est un fonctionnement qui va plus loin que des mots, c'est-à-dire que c'est un engagement du salarié, mais le salarié est aussi incité à aller prendre cet engagement dans sa vie privée, l'appliquer dans sa vie professionnelle et l'appliquer dans sa vie privée. Voilà. C'est vraiment des fondamentaux qui sont l'ADN et la philosophie de l'entreprise. Ouais, ok. On en parlera après, de toute façon, pour voir un peu la question suivante. C'est un peu justement, avez-vous les moyens de vos ambitions? Comment est-ce que, comment ça s'inscrit, jusqu'où ça va, etc. Mais oui, d'accord, embarquer tous les collaborateurs avec. Freddy, sur cette première question, comment elle est perçue chez Veolia? Derrière ce terme, nous c'est clairement, pour moi et pour l'entreprise, c'est tout ce qui touche en fait au développement durable, à la RSE, et ça tombe, je dirais, plutôt bien parce que chez Veolia, on travaille quotidiennement en fait pour ressourcer le monde et pour justement pour que quotidiennement on puisse contribuer en fait à notre niveau et au niveau de l'entreprise à améliorer en fait et tout ce qui touche en fait notamment aussi au réchauffement climatique. Donc, pour cette raison, en fait, on a Veolia travaille quotidiennement sur ces sujets-là, bien évidemment, parce que c'est son cœur de métier, et c'est doté maintenant depuis 2 ans en fait d'une raison d'être. Et cette raison d'être pour nous, elle est notre guide, notre boussole. Et c'est vraiment celle-ci qui nous aide en fait à fixer et à garder le cap sur des échéances sur du plus long terme. Elle reprend les éléments qu'on a évoqués, qui étaient évoqués dans la précédente table ronde par Estelle, ou en introduction sur les 17 objectifs définis par l'ONU, en fait, des objectifs de développement durable. Elle arrive pas à taguer les 17, mais elle en retague en fait 13 des 17. Et puis l'idée, c'est vraiment de les décliner le plus localement possible jusqu'à l'échelle du collaborateur au plus près du terrain, et puis également individuellement dans sa sphère privée, comment chaque individu peut également aussi contribuer à réduire en fait son impact carbone. Très bien. Pour continuer justement sur cette question, donc la question que j'évoquais avant, c'est jusqu'où va-t-on en fait? J'ai mis avez-vous les moyens de vos ambitions, mais est-ce que derrière, au-delà des mots justement, c'est jusqu'où ça va aller? Quelqu'un parlait de plan d'entreprise, donc est-ce que c'est vraiment une stratégie? Quelle place ça occupe dans un organigramme en termes de budget? Est-ce que est-ce que les moyens d'action sont suffisants? Quels sont-ils en tout cas? Qui souhaite apporter son témoignage là-dessus? Moi, je peux démarrer. Oui, Céline. Voilà. Comme je le disais tout à l'heure, ça fait partie vraiment de la raison d'être de l'entreprise. Tout à l'heure, excusez-moi, j'ai un petit problème. Monsieur qui a dit que c'était la boussole, effectivement, on est vraiment dans cet aspect-là. Et du coup, c'est vraiment embarqué dans les plus hautes sphères de l'entreprise avec une direction de la RSE. Au national, mais aussi en local. C'est-à-dire que vous allez avoir, en termes d'organigramme, une direction qui va insuffler, bien sûr, la marche à suivre des thématiques et vraiment s'appuyer sur la stratégie. Et de façon locale, ensuite, celle-ci va aussi être transverse sur toutes les entités, toutes les métiers, pour qu'elle soit appliquée dans tous les métiers. Ça n'est pas que l'affaire de la communication qui envoie des messages un petit peu, voilà, tu parlais de bullshit tout à l'heure, c'est l'affaire de tous les métiers et dans tous les métiers, ça doit s'appliquer au quotidien. En fait, quel que soit le métier, l'offre, la fonction et le niveau aussi dans l'organigramme. Ok. Donc c'est quelque chose qui guide effectivement la notion de boussole. Je pense que c'est vraiment très compréhensive et très visuel. Ça doit piloter un peu toutes les actions. Qui souhaite, Nicolas, peut-être sur comment justement c'est vécu en interne? Est-ce que tu as le moyen de tes ambitions? Comment tu vois la chose? Je rebondis, c'est intéressant parce que on est assez proche d'Orange là sur ce que j'ai entendu en termes de structuration. Donc, je vais juste leur dire, mais c'est pareil, hein, c'est intégré dans ce qu'on appelle nous le plan industriel et humain. Donc, c'est la nouvelle ambition de la présidente. Chaque direction régionale doit opérer des actions concrètes sur ce sujet du numérique responsable. Il y a une responsable du numérique responsable au niveau national. Il y a des référents au niveau local. Et là où je pense que c'est honnêtement pas du bullshit, c'est pour moi, il y a 2 sujets. Il y a est-ce que
on a du budget et de la ressource. Et je vais vous expliquer pourquoi oui, même si c'est pas ça démarre, mais c'est oui quand même. Et est-ce que ce sujet-là impacte des décisions importantes? Je pense que c'est un curseur aussi qu'il faut avoir en tête. Si je prends ce deuxième sujet des décisions importantes, et j'aurai l'occasion d'en reparler après, il y a une clause numérique responsable qui est intégrée maintenant dans les marchés publics de la DSI, enfin dans les marchés de la DSI. Donc là, on parle de marchés à plusieurs millions d'euros. Ce n'est pas encore une clause exclusive comme le RGPD, c'est-à-dire si vous n'en faites pas, vous n'êtes pas pris, mais c'est une clause qui existe. Et c'est une clause qu'on a rapatriée, nous, en Bretagne aussi, sur un marché assez conséquent qu'on vient de passer. Donc ça, c'est une décision, je trouve, qui est assez structurante et qu'on nous a autorisé à prendre. Il y a 3-4 ans, je pense qu'on aurait dit ça, on nous aurait dit, bah non, on ne peut pas encore faire ça, l'écosystème n'est pas encore mature, mais le fait de le faire, c'est aussi de le rendre mature. Donc là, et typiquement, puis sur le volet, typiquement, Nicolas, pour résumer ce que tu disais, hein, pour reformuler, c'est donc certains critères sur des appels d'offres, c'est des éléments, des critères pris en compte dans le choix des prestataires ou des partenaires. C'est ça, hein, on est d'accord. Hein. Je crois que c'est deux pages, une ou deux pages de critères très précis. Alors, sur des marchés informatiques, bien évidemment, pour l'instant. Mais encore une fois, j'ai eu à noter là, sur un marché de la semaine dernière des prestataires. Et donc, dans la grille technique qu'ils nous proposent et qu'on commente avec eux, il y a bien un critère détaillé sur le volet numérique responsable. Donc, dans la notation du prestataire est intégré ce critère-là. Et c'est encore une fois sur des marchés assez conséquents. Donc ça, c'est une décision d'entreprise, quoi. Parce que en local, c'est possible. Au niveau national, notre DSI, ils sont quand même 2500. C'est encore une fois des montants importants. Donc ça engage l'entreprise. Et puis sur le volet local que je pilote, du coup, on a Mathurin qui est ici avec nous et qui pilote une feuille de route. Donc on a une ressource qui n'est pas dédiée à ça, mais qui passe au moins 30 ou 40% de son temps sur le sujet à animer au niveau local le numérique responsable. Et puis on travaille avec des startups, deux en l'occurrence pour le moment sur le sujet. Donc on a aussi un budget qui est sacralisé autour de ça. On en parlera un petit peu plus tard effectivement de la collaboration startup, mais effectivement on voit que c'est pas que des mots et que derrière il y a à la fois des moyens et puis comme on disait dans la conférence d'avant, il y a aussi ce côté un peu effet d'entraînement, quoi. C'est que ça entraîne effectivement des prestataires, des collaborateurs. Il y a ce côté vertueux en fait qui est mis en route, quoi. Qui souhaite également rebondir sur cette question de ce que ça impacte en interne, à la fois sur l'organigramme, le budget, etc. Frédéric, ouais, Yann. Si tu veux, sur la partie stratégie, nous c'est pareil, hein, je me retrouve pas mal dans les témoignages d'avant, mais nous la volonté est de travailler sur les sujets d'impact. Elle est inscrite à un très haut niveau. On a inscrit aussi notre raison d'être, on l'a inscrit dans nos statuts, etc. On a travaillé sur ces éléments-là. Et on a un plan stratégique qui décline de façon très opérationnelle, qu'on a appelé Transition 2024, qui décline de façon très opérationnelle ces éléments de raison d'être. Et on se veut être un partenaire financier agile des transitions d'avenir. Et on souhaite accompagner ces transitions. Et la structure dont je m'occupe, là, sur le volet plutôt organisationnel et opérationnel, Brest, c'est un peu le bras droit du terrain, de la partie très opérationnelle de l'intégration. Et donc, nous, ces moyens-là, on essaie d'accompagner, on est présent dans les écosystèmes d'innovation et notamment, on va essayer, à travers ces écosystèmes-là, de façon très, très terrain, de développer et d'accompagner les écosystèmes dans les transitions. Donc, voilà, donc c'est beaucoup de travail avec les startups, etc. Bien sûr, développer des collaborations en local. Freddy, peut-être sur cette question également ? Oui, je vais reprendre déjà des éléments déjà évoqués précédemment. Nous, on a un partenariat donc avec le pool qui nous permet en fait d'être en réseau très actif en fait avec les startups. Donc c'est avec le pool à Rennes, mais avec les startups rennaises, mais bien au-delà de Rennes, bien évidemment. On a un budget chez Veolia. Moi, en tant que patron de territoire, j'ai un budget alloué spécifique justement pour ces thématiques-là qui tournent autour de l'innovation, qui tournent autour de l'ancrage local. Tous ces sujets-là, développement durable, etc. Et maintenant, depuis 4-5 ans, chez Veolia, avec notamment donc, l'ancien plan qui s'appelait Ozon 2020 et maintenant qui s'appelle Impact Hauts-France, il y a une vraie volonté en fait, de l'entreprise de travailler en fait, localement avec des entreprises locales, des startups locales qui ont beaucoup plus d'agilité en fait, que nos structures.
et puis qui permettent aussi de favoriser clairement l'ancrage et les imbrications locales en fait. Et l'objectif, il est clairement aujourd'hui d'apporter de l'innovation et j'espère que j'aurai l'occasion de l'illustrer tout à l'heure avec une start-up particulièrement, mais il y en a quelques-unes également d'autres où ces sujets-là ont pu être abordés et nous permettent en fait de gagner en agilité et par un exemple concret nous permettent aussi derrière d'apporter de la valeur ajoutée technique à nos offres sur les dossiers sur lesquels on répond. En fait. Oui, bien sûr, on en parlera tout à l'heure, effectivement. Et petit clin d'œil au passage à nos amis du pool, effectivement. Hein, pour ceux qui connaissent peut-être moins la French Tech du côté de Rennes-Saint-Malo, hein, le pool avec 3 os, et du coup qui est co-organisateur sur le Summit for Good. Hein. Je sais que Antoine notamment était avec nous sur toute la préparation. Ok, donc vous avez répondu sur la question effectivement de stratégie d'entreprise, organigramme, budget, etc. La question de la mesure de l'impact aussi, tu en parlais aussi, Nicolas, tout à l'heure sur ce qu'on veut faire et puis derrière, comment ça se matérialise, etc. Est-ce que c'est facile cette mesure de l'impact? Est-ce que c'est facile de mettre en... Est-ce que tout peut se mesurer? Est-ce qu'on peut parler de ROI ou est-ce que ROI c'est un gros mot quand on parle de Tech for Good? Je vais être très honnête là-dessus, hein, sur ce sujet. On se pose la question, on n'a pas la réponse aujourd'hui. Aujourd'hui, on est vraiment, ce que je disais en intro, hein, on est encore au début. On est même au début des résultats des premières actions qu'on a lancées. On a une feuille de route qui démarre, qui va produire des effets forcément. La mesure de l'impact, on l'a en tête, c'est fondamental pour savoir si on est dans le bon chemin et redresser la barre. Mais aujourd'hui, non, on n'a pas de critères sur le sujet. En tout cas, pour répondre à ta deuxième question, on n'a pas non plus appliqué de critères de ROI. On a des critères de ROI sur nos projets. La seule chose qu'on s'est autodiscipliné à faire, c'est qu'on a repris la problématique RGPD, je pense que la plupart d'entre vous connaissent, le privacy by design. Maintenant, on fait du numérique responsable by design. Donc, dès qu'un projet nous arrive, on regarde comment on peut le traiter de manière numérique responsable. Mais c'est plutôt le début du projet. Pour la fin, c'est trop tôt pour nous, très sincèrement. Ok. En tout cas, c'est effectivement le fil rouge un peu sur tous les projets. Freddy, je crois que tu levais la main. Ah non, mais je peux intervenir du tout. Mais c'est pas grave. Non, pas de souci. Je peux témoigner un peu sur comment mesurer l'impact et comment on le mesure chez Veolia. Là, on le mesure déjà aussi. Alors, au travers de nos clients, quand on essaye d'apporter des offres et d'apporter de l'innovation technique. Donc ça, c'est clairement au niveau donc des réponses à appel d'offres. Puis on le mesure aussi également, et j'ai envie de dire presque avant tout, en interne, auprès de nos collaborateurs, dans l'implication, l'embarquement, l'engagement de nos collaborateurs dans leur mission quotidienne. On essaye vraiment je vous parlais tout à l'heure de la roue, ce qu'on appelle la roue de la performance plurielle chez Veolia. Et l'idée, c'est vraiment de retraduire, vulgariser en fait au plus près du terrain cette roue plurielle et de retraduire en fait ces différents objectifs donc de développement durable, de le retraduire en fait au plus près du terrain, parce que quand on parle de précarité ou ce genre de choses, après c'est comment ça se retraduit en fait dans le quotidien en fait de nos collaborateurs. Alors depuis maintenant 3 ans, on sonde en fait nos collaborateurs. Donc, au travers d'un organisme que je nommerai pas, mais que tout le monde connaît, en fait, qui est un organisme extérieur en fait, à la boîte. C'est Ipsos, un organisme opéré par Ipsos, qui mesure en fait l'engagement de nos collaborateurs au travers de questions toutes simples. Est-ce qu'ils sont heureux? Est-ce qu'ils sont fiers de leur entreprise? Est-ce qu'ils recommanderaient l'entreprise? Et cet indicateur-là nous permet en fait de suivre un peu l'évolution de l'engagement, de l'implication de nos collaborateurs. Et ce sondage-là, en fait, il doit aussi permettre aux managers de chaque entité locale de travailler en fait sur certains irritants, de travailler la communication, peut-être de travailler certains points. Et cette enquête met en exergue, met en avant, met en lumière les points en fait sur lesquels chaque manager doit travailler et doit permettre ainsi de répondre aux attentes de nos collaborateurs et in fine en fait d'embarquer et d'augmenter en fait l'engagement des collaborateurs.
Ouais, donc on parle aussi de qualité de vie au travail qui a été citée tout à l'heure. Et effectivement, c'est ce que j'allais dire juste avant de te donner la parole, Freddy, c'était de se dire que un des métriques, ça pouvait effectivement être l'engagement, l'implication des collaborateurs. Et ça se mesure. Et voilà, donc on n'est pas sur les mêmes types de métriques. C'est pas des métriques économiques ou autres, mais ça montre aussi que le sens donné par le pilotage de l'entreprise, la stratégie d'entreprise, qu'elle est justement que les gens se l'approprient, quoi. Oui, mais indirectement, un collaborateur qui est heureux et qui est parfaitement engagé, ça se traduira aussi indirectement, enfin, voire même directement en fait, au niveau de la santé économique de l'entreprise. Ouais, bien sûr, bien sûr. Céline, peut-être sur cette question, sur la Oui. mesure de l'impact. Oui. Alors en fait, nous, on va mesurer nos actions justement par rapport à nos parties prenantes. Et nos parties prenantes, je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les collaborateurs, la société et la planète. On a effectivement la même chose, c'est-à-dire un observatoire, une enquête sociale concernant les collaborateurs pour mesurer leur engagement, pour mesurer la qualité de vie au travail, pour effectivement prendre peut-être les actions nécessaires si ça va plus ou moins bien. On est donc plus dans un contexte assez particulier. Donc, forcément, avec une entreprise qui est à 80% en télétravail, voilà, c'est d'autant plus important actuellement. Concernant nos actions environnementales, en fait, elles sont suivies à l'aide d'indicateurs pilotés via un système de management de l'environnement et de l'énergie, un SME, voilà, qui est soumis à des normes et des certifications internationales. Donc là, on est regardé aussi de très près par des organismes internationaux. Et en fait, et pour notre engagement en fait envers la société, nous sommes engagés par rapport aux objectifs de développement durable. Et tout à l'heure, je crois que c'est Freddy qui en disait que vous aviez un engagement envers 13. Non, c'était pas Freddy d'ailleurs, excusez-moi. Nous en avons identifié en fait, nous, 6 sur lesquels nous pensons avoir un impact direct et majeur et qui va refléter notre raison d'être. Et on va mesurer notre contribution par rapport à ce référentiel, en fait, par rapport aux objectifs de développement durable. Ok, on va continuer parce que je vois le temps, le timing est toujours très, très serré, il est déjà 17h43. On va passer, on avait quelques slides sur des initiatives pour être aussi un peu plus, opérationnel et communiquer par l'exemple, hein, montrer un peu ce que vous faites, comment ça peut se traduire en interne, en plus de tout ce que vous avez pu nous dire. Alors je ne sais pas trop dans quel ordre sont les slides, mais on peut les prendre comme elles viennent sur les initiatives. Alors là, c'est Céline, vous pouvez garder la parole sur la notion de l'entrepreneuriat au féminin. Alors quelques chiffres clés peut-être au niveau français, et puis ensuite expliquer rapidement ce que vous faites en interne chez Orange pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin, la mixité, bref, toutes ces choses-là qui sont évidemment très importantes dans la qualité de vie et la bonne vie et la bonne gestion d'une entreprise. Oui. Alors, je vais vous parler d'un programme qui s'appelle Femmes Entrepreneuses, qui a été lancé en 2018 et qui se base sur les chiffres que vous voyez, en fait, suite à une étude en 2018 qui a montré que seulement 10% des startups sont fondées par des femmes. C'est comme effectivement peu. Ça en dit long. Et sur ces 10%, seulement 7% vont atteindre la levée de fonds. Par contre, on voit qu'après, sur la durée, elles vont être plus performantes. Elles vont durer plus longtemps. Voilà. Donc, suite à ce constat, en fait, on a mis en place un programme d'accompagnement de l'entrepreneuriat féminin, qui est vraiment un programme de RSE, puisque c'est un programme sur vraiment l'égalité des chances, la mixité, et qui est suivi au plus près par la directrice Orange France, Fabienne Dulac, qui est à l'initiative de ce programme. C'est un programme qui s'inscrit, slide suivant, c'est un programme qui va s'inscrire vraiment sur la proximité qu'on va avoir avec ces femmes. On va choisir chaque année sur toute la France, puisque toutes les régions sont concernées, 100 femmes qui vont être accompagnées. Ce n'est pas un programme financier. On a fait ce choix de se dire, ces femmes qui sont vraiment en phase d'accélération, hein, vraiment de lancement, elles n'ont pas forcément besoin finalement, le financier est évidemment une fin en soi, mais elles ont aussi besoin pour accéder à cet aspect-là, pour intéresser peut-être des investisseurs potentiels, de communication, de visibilité.
Donc, on a mis en place un programme sur mesure qui va être soutenu par le local, mais qui est effectivement un programme national qui repose sur des items assez précis d'accompagnement pour leur proposer des hébergements, des bureaux si elles en ont besoin, pour leur proposer de tester leur offre auprès du public dans nos boutiques de façon… Ouais, terrain d'expérimentation. Voilà, un terrain d'expérimentation, centre test client, qu'on a un centre test client à Rennes. On leur propose aussi d'être accompagnés, coachés, mentorés par des cadres de l'entreprise. Donc, on peut leur proposer tous les métiers possibles qui existent dans une entreprise de l'importance d'Orange. Et enfin, on met en place pour elles un plan d'accompagnement en communication, en visibilité, qui est extrêmement important, en communication interne. Quand on communique vers nos 80 000 salariés, ça fait quand même des influenceurs, des clients potentiels, du soutien, une communication externe, bien évidemment, avec de la presse, des radios, tout ça. On est vraiment sur de l'accompagnement sur mesure et on essaie de les aider dans leur grandir et à les monter en compétences aussi avec des formations, parce que c'est la jungle. Ok, c'est très bien. Pas simple. Merci, ouais, on a bien compris ce cadre bienveillant. On continue avec une autre action. Nicolas, je te donne la parole pour nous expliquer un peu comment ça se passe chez Enedis. Ouais, je suis resté très, très numérique responsable. Donc là, vous avez sous les yeux les actions de 2020. Donc je vais les rebalayer rapidement. Le Summit for Good, qui a été une vraie réussite chez nous avec le développement de la calculatrice environnementale qu'on va déployer à la fois en Bretagne, mais aussi au niveau des maximum des 38 000 collaborateurs de France. C'est un engagement qu'on a pris la semaine dernière. On a intégré un groupe de travail aussi avec la région Bretagne qui a été homologuée sur le sujet, avec responsable. On a formé à l'éco-conception l'ensemble de nos chefs de projet et développeurs côté Bretagne. On a fait une journée sans mail. On réfléchit à d'autres types d'actions de ce type. Les achats responsables, l'action structurante, j'en ai parlé. On travaille aussi avec 2 startups que sont donc Digital for Better et Ecotree. Et non pas digital, parce que quand on a fait le call de préparation, j'avais compris que c'était digital for butter, for le beurre. Donc je me disais en Bretagne, il y a une vraie cohérence, mais non, c'était for better. Ça aurait été pas mal, mais non. Ils ne sont pas allés jusqu'au bout de la. Il y a un concept à creuser là. C'est ça. Et donc avec eux, qui au passage, puisque j'ai entendu qu'on pouvait aussi recommander, je recommande ces 2 startups parce qu'on fonctionne très bien, même si c'est une première collaboration avec Digital for Better, mais ça a très très bien fonctionné. Tu peux peut-être faire la promo très rapide de Digital for Better. Tu peux expliquer ce que c'est derrière, Nicolas? Tel que nous on travaille avec eux, c'est 2 choses, c'est de la formation à l'éco-conception et du développement éco-responsable. Donc c'est je fais la théorie et je mets en pratique derrière. Donc nos développeurs ont été formés et ensuite ils ont été accompagnés à comment, quand je développe de manière très très opérationnelle avec des lignes de code, je développe de manière plus responsable que ce que je faisais avant. Ok, donc c'est des pages moins gourmandes, on va dire, en énergie, quoi. Ok. Exactement. On travaille avec Ecotree. On est très très Ecotree dans les bureaux. Ouais, c'est pareil, ça marche bien, c'est très très bien. Et typiquement, à la place d'offrir des goodies ou des choses comme ça, nous, de plus en plus, on offre des arbres. Alors, j'aurais pu citer aussi WeNow, une société rennaise sur de l'éco-conduite. Enfin, de plus en plus, on essaye via l'écosystème d'offrir des choses un petit peu innovantes, tournées autour de ce sujet. Dernière chose, je vous invite toutes et tous à la Digital Tech conférence, parce que j'ai entendu parler du pool, dont on est aussi partenaire. On a 3 actions qui ne sont pas listées là, mais sur lesquelles on travaille avec eux et qu'on présentera autour du numérique responsable à la Digital Tech conférence, on espère en présentiel, fin d'année 2021. Super, plein de belles initiatives. Peut-être un petit clin d'œil, parce qu'on en a parlé, Ecotree, un petit clin d'œil à Erwan Lemené qui nous suivra peut-être, qui avait une double casquette pendant longtemps avec Brest, puisque Yann, t'as pris sa suite à la tête de la partie FinTech, mais Erwan Lemené, qui est l'un des cofondateurs ou cofondateurs, je sais plus, je crois qu'ils étaient 2 ou 3 cofondateurs d'Ecotree, et qui maintenant est passé full-time Ecotree, parce que je crois qu'ils sont arrivés à plus d'une 50aine de collaborateurs, donc voilà, il a de quoi faire. Effectivement, Ecotree, on entend parler énormément et une super action, donc très inspirant. Il avait fait un super podcast aussi je crois que sur Contrevent il y a quelques mois de ça, avec des, bref. Voilà, c'était la minute Ecotree.
On passe la parole maintenant à Yann, justement, sur Brest. Ouais, c'est une super transition du coup, effectivement, le passage d'Erwan et l'envol sur Écoterie. Sur Brest, ce qu'on peut dire, moi je vais parler juste de l'impact territorial, ce qu'on fait, ce qu'on essaye de faire sur la partie animation au sein du territoire et de la tech vraiment au service de ses habitants, notamment là des écoles. Je vais vous parler d'un format qu'on met en place et qui marche bien, où on mobilise des écoles du local. Enfin, on a travaillé la semaine dernière avec des écoles brestoises. C'est une façon assez originale de travailler sur une problématique entrepreneuriale, l'attractivité des talents et voilà, une expérience professionnalisante pour les étudiants. C'est un format qui nous plaît beaucoup et qui mobilise vraiment les étudiants. Ça a vraiment du sens au niveau social. Nous, au sein de l'accompagnement de Brest, on accompagne We Love. Alors, We Love, dans les degrés d'intégration sur la partie impact, ils ont une contribution, ce n'est pas leur vocation initiale, mais ils ont quand même un rapport de l'usage au véhicule. C'est une assurance auto qui n'est pas pay as you drive, mais pay when you drive. Et finalement, c'est aussi malin d'avoir un autre rapport, un autre usage du véhicule et en même temps de faire des économies. Donc, c'est un modèle qu'on aime beaucoup. On était associé à une initiative vraiment très, très, très sympa, très inspirante sur des scale-up qui ont partagé les témoignages. C'est un rapport qui est sorti, qui s'appelle Tech for Values, qui a été fait par Respup et puis France Digital, où en fait on va avoir des témoignages de 20 scale-up qui nous parlent de leur performance économique, sociale, environnementale et qui nous parlent des best practices. C'est vraiment hyper inspirant. Notamment, on retrouve des éléments, on parlait tout à l'heure d'avant de recommerce, on les retrouve dedans. Et ça a vraiment vocation à inspirer chacun et à avancer ensemble vers ces éléments de bien commun. Tech for Values, ok, c'est noté. Peut-être sur le groupe, je crois que je dois avoir un dernier slide, mais rapidement peut-être. Bien sûr. Vous l'avez. Une initiative qui est très récente aussi et qui nous tient particulièrement à cœur sur l'engagement et vraiment les stéréotypes genrés par rapport au métier de la tech. Là, on accompagne avec Mastercard et Trasaca Media une initiative qui vise vraiment à promouvoir les métiers de la tech. On va essayer de sensibiliser 500 000 jeunes filles là, sur les 4 ans métiers de la tech pour le rendre un peu plus, voilà, pour faire éviter d'enrayer les stéréotypes autour du genre sur ces métiers-là. Et puis sur l'accompagnement, on parlait tellement de l'investissement, une initiative qui nous plaît aussi, indirectement via de la procuration. C'est une initiative qu'on soutient. Sur la télémédecine, qui est aussi voilà, sur Toc Toc Doc, une médecine plus proche des personnes isolées, au service, ancrées dans les territoires. Voilà, c'est des choses qui nous parlent. Merci, plein de super initiatives. Avant de donner la parole, pour terminer sur le tour de table des initiatives à Veolia, une question qui avait dans le chat qui s'adressait à vous. Est-ce que ces grands groupes développent des initiatives consommateurs ? Est-ce que ça résonne chez certains d'entre vous, ces initiatives consommateurs ? J'avoue que je sèche un petit peu. Alors, non. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais en tout cas, nous, on appuie ce qu'on appelle des autoconsommations collectives. Alors, je ne sais pas si on ne va pas rentrer dans la technique, mais le fait que des gens se regroupent au travers d'une structure sociale pour faire de l'autoconsommation collective, et forcément, le réseau est dans la boucle, donc on est beaucoup en appui de ces sujets-là. Ce n'est pas vraiment de la consommation, mais en tout cas, c'est un des biais par lequel on touche beaucoup les particuliers regroupés et ont une fibre autour de ces sujets de transition écologique. Ok. Allez, 17h54, on continue. Il ne faut pas mollir. Veolia, Freddy, je te donne la parole. Là aussi, tu voulais mettre en avant une collaboration avec une start-up Pure Control, je crois. Oui. Donc j'ai pris Pure Control, mais il pourrait y en avoir, on en a quelques-unes, quelques belles illustrations, mais particulièrement celle-là dont on n'est pas peu fier de ce partenariat, de cette collaboration. Donc on travaille depuis Pure Control depuis maintenant depuis quelques mois, et on a souhaité mettre en avant par rapport à ce partenariat sur notamment des réponses à appel d'offres et notamment de l'innovation qu'on a pu apporter en fait dans nos bonnes usines de production, enfin de dépollution des eaux usées. Cette start-up donc met clairement de l'innovation, de l'intelligence artificielle en fait au sein de nos unités de dépollution. Donc unité de dépollution, c'est le traitement des usines des usines d'épuration, des stations d'épuration et qui traitent nos eaux usées. Et en fait, ce partenariat et notamment la relation qu'on a pu avoir avec Le Pool et cette start-up,
ça vient vraiment en fait contribuer en fait à rapprocher en fait nos structures et in fine en fait à apporter de l'intelligence collective, de l'intelligence artificielle au sein de notre structure et du coup à optimiser en fait, à avoir des gains en fait d'optimisation énergétique, environnementaux et in fine en fait économiques. Le gros intérêt aussi de ce partenariat, c'est que ça permet, au-delà de ces différents gains qu'on peut largement valoriser et chiffrer, ça apporte aussi de la valeur technique en fait à nos offres. On est, nous, clairement évalués en fait avec des pondérations dans les notes par rapport à de la valeur technique et ça vient aussi apporter donc de la valeur technique en fait, dans nos différentes offres. Et puis, inévitablement, ça contribue en fait à notre succès, à nos succès sur certains dossiers. Juste pour terminer, je vous ai mis là, parce que c'est pareil, on n'en est pas peu fiers de cette roue. C'est notre fameuse boussole. Alors, j'ai pas la main sur le, mais en fait, vous avez donc la petite roue là qu'on voit à gauche. En fait, c'est notre fameuse boussole, notre raison d'être, avec notre performance plurielle. Alors, c'est très petit, on le voit pas. Mais dedans, en fait, on reprend les 13 objectifs en fait, de développement durable définis par l'ONU, les 13 des 17 objectifs. Et en fait, on a 5 parties prenantes que sont les salariés, la partie actionnaire, la partie client, la partie planète et la partie sociétale. Et du coup, systématiquement, quand on répond en fait, à un dossier, on doit systématiquement s'interroger sur la valeur en fait, sur ces 5 parties prenantes pour ne pas être complètement en déséquilibre en fait, sur ces parties prenantes. Ok. Eh ben, très bien, merci pour ce petit coup de projecteur sur certaines startups ou initiatives. 17h57, si on refait, peut-être dernière question de conclusion un peu, si on refait la même conférence dans 2 ans, dans 3 ans, parce qu'il y avait la question d'avant, mais on n'a pas le temps de la... Enfin, je vais faire de 2 questions. Une question, c'est quel frein à la mise en œuvre? Qu'est-ce qui ferait que si on refait la même conf dans 2 ans, vous nous dites finalement ça n'a pas fonctionné, on est un peu déçu, etc. Pour vous, ce serait à cause de quoi? Qu'est-ce qui pourrait faire capoter un peu? Parce que là, de ce que vous me dites, il y a plein de, à la fois de bonnes intentions, une vraie stratégie d'entreprise, des choses incitatives, des métriques. Qu'est-ce qui pourrait faire que ce serait déceptif et pas vertueux au final? Elle n'est pas facile ma question. Je peux démarrer. Moi, Vas-y, Nicolas. Moi, j'ai des réponses pour nous en tout cas. Il y a 3 choses. La première, c'est qu'on n'ait pas concrétisé les actions qu'on a démarrées ou voilà, ou de nouvelles actions. Ça serait vraiment très dommage. La deuxième, c'est que on n'est pas embarqué. Ça, c'est vraiment un risque. Quand on parle numérique, ça peut vite être un sujet d'expert. Il faut faire très attention. Même le numérique, on n'est pas embarqué suffisamment de monde pour que ça engage vraiment l'entreprise et les salariés. Et que ça reste un espèce de réseau de happy few qui en parle, mais au final, que concrètement, on ne touche pas les opérationnels. Toujours avoir ça en tête. Et le deuxième, beaucoup plus macro, mais qu'on ne soit pas monté en compétence. Parce que, encore une fois, je reprends les propos du début, en tout cas, nous, on démarre et on va monter en compétence par les actions qu'on mène. Donc, si ces actions-là ne se font pas, on ne montera pas en compétence et on ne pourra pas en mener d'autres, etc. Donc, ces 3 points, embarquer, monter en compétence et transformer l'essai. Super. D'autres témoignages ou avis sur la question? Qu'est-ce qui ferait que ça ne marcherait pas? Moi, je le prendrais plutôt à l'envers. Moi, je le prendrais qu'est-ce qui fait que ça pourrait marcher et plutôt les clés de la réussite. Pour moi, indéniablement, ça doit. Enfin, il faut cibler. Et chez nous, on est dans cette démarche-là, chez Veolia, depuis 2-3 ans. Je considère que ça marche plutôt bien parce qu'on a un bon partenariat avec le pool. On a ciblé 1 ou 2 collaborateurs qui ont cette appétence et qui ont ce goût en fait de l'innovation et du réseau avec il faut des moteurs en interne aussi, quoi. Ah oui, clairement, ils ont cette appétence pour l'innovation et ça c'est vraiment pour moi une des clés de la réussite. Et puis après, la deuxième clé, c'est il faut leur dégager du temps en fait. Alors ça peut être difficile, mais tout à l'heure, je ne sais plus qui évoquait 30-40%, je ne sais pas quel pourrait être le pourcentage, moi je l'évaluerais peut-être à un quart du temps, mais il faut clairement, en tant que structure, dégager du temps pour que le collaborateur qui a cette appétence en fait pour l'innovation, pour la tech,
puisse s'épanouir et puisse du coup en faire bénéficier en fait les autres collaborateurs de l'entreprise et in fine en fait l'entreprise. Donc dégager du temps pour ces sujets-là. À la Google avec un jour par semaine sur des side projects. Je ne sais pas si c'est une journée, une demi-journée, mais en tout cas, il faut consacrer du temps en fait sur cette thématique. Super. Céline, Yann, est-ce que vous souhaitez apporter un complément par rapport à ce qu'on a pu évoquer? Oui, tout à fait. Enfin, on a beaucoup parlé de l'intentionnalité. Moi, je pense que c'est clé, avoir la véritable intention. Après, ce qu'on attend tous, on imagine que on y croit, que c'est un relais de croissance. En fait, il faut l'avoir par des preuves et des éléments concrets. Donc, nous, ce qu'on attend, effectivement, c'est des premiers pas. On a une approche assez humble là-dessus, mais voilà, le concrétiser, de le mesurer. On a parlé pas mal des éléments de mesure. Et voilà, pour se rassurer aussi là-dessus, est-ce qu'on en fait une performance globale, financière, extra-financière? Mais voilà, je pense que on va se rassurer aussi sur ces éléments-là et on va avancer progressivement. Et après, donc ça, c'est les conditions de succès. Et après, pour moi, une conviction aussi, là plutôt sur une conviction profonde, une mobilisation collective, l'affaire de tous. L'initiative Summit en est un bel exemple aussi. La démarche du For Good, c'est avancer ensemble, etc. Réussir à le construire, ça, je pense que c'est une belle condition de succès également. Ouais. Avant de donner la parole à Céline, une question dans le chat pour Freddy. Est-ce que la récente adhésion de Veolia à la monnaie locale de Lyon, la Gonette, fait partie des objectifs RSE de Veolia? Alors, moi, de ma petite fenêtre de Bretagne, clairement, oui, ça contribue. Enfin, c'est certainement un des leviers et puis une des volontés en fait de mes collègues de Lyon on parlait d'ancrage local, on parlait d'application locale. Enfin, c'est clairement, ça rentre pleinement dans ce type d'application. Intéressant. Merci Marius pour la question. Céline, sur la question d'un peu des critères de réussite ou des. Moi, je crois que il y a encore quelques années, c'était plus un effet de mode. Aujourd'hui, tous les sujets RSE sont vraiment intégrés comme des outils de performance économique et donc font partie de l'entreprise. Une entreprise comme Orange, elle va avoir les qualités de ses défauts, c'est-à-dire une force de frappe incroyable, une grosse entreprise qui peut engager énormément d'actions et d'investissements et vraiment se doter vraiment de cette mission et avoir un devoir envers la société, la planète, ses collaborateurs. Et d'un autre côté, c'est aussi quand on est gros comme ça, à faire tourner une grosse entreprise comme ça, on n'a pas l'agilité d'une start-up, hein, bien évidemment. On a l'avantage, les inconvénients de nos avantages. C'est un Bien petit sûr. peu ce que je disais. Je comprends. Merci à tous pour vos témoignages. Pour conclure, je vais donc merci. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à interpeller directement nos orateurs. Ça peut être sur LinkedIn ou autre. Vous avez ici le rappel de leur nom, voilà. Donc merci à tous les quatre, Céline, Nicolas, Yann et Freddy. Et je vais passer la parole à Nathalie qui vous présentera les webinaires de demain et puis un rappel sur la plateforme de dépôt de projet. Oui, merci beaucoup Frédéric et merci à nos intervenants de cette deuxième table ronde. Donc effectivement, ce premier webinaire touche à sa fin. Donc l'idée, c'est surtout de vous reparler des prochains webinaires qui vous attendent du coup demain. Enfin, le prochain webinaire et donc de 2 tables rondes qui vous attendent demain. Donc nous aurons un focus sur l'innovation positive, c'est possible et c'est maintenant, avec la présence de Manon Léger, de Latitude qui coordonne avec Make Sense le Tech for Good Tour. Nous aurons aussi la présence de Boris Logofi qui est cofondateur de Endro Cosmétiques, une belle pépite lagnonnaise qui connaît une belle croissance depuis 1 an. On aura Clément Posier de Écolomique, qui est donc une start-up qui gère tout ce qui est sur stock au niveau des magasins, qui est par ailleurs, qui avait déposé son projet dans le cadre du challenge Summit for Good en édition 1 et qui avait remporté l'une des catégories du concours. Et puis, Jocelyn Vogel, cofondateur de Vigie, qui est une plateforme pour suivre, qui est une application pour suivre tout ce qui est traçabilité sur les produits de type vêtements. Donc, il pourra nous en dire plus également demain. La deuxième table ronde, ça sera un focus sur enjeux et ambitions de l'entrepreneuriat social, puisque quand on parle bien commun, on pense automatiquement aussi à l'ESS. Donc, on aura la présence de Grégory Huchon
du CRES Bretagne, qui est donc la plateforme ESS au niveau breton. Colline Didier, cofondatrice de Social Déclic, qui est une plateforme pour la gestion de freelance qui ont vraiment à cœur de travailler et d'œuvrer vraiment sur le bien commun, donc des développeurs 100% Tech for Good. Isabelle Leroux, qui est donc un projet qui a gagné aussi l'année dernière le challenge en édition 1. Donc, qui propose, Isabelle Leroux, en fait, est en poste au sein d'un centre d'action pour handicapés et qui propose en fait une plateforme d'échange de lieux de vie justement pour ces personnes handicapées. Elle pourra vous en dire plus demain. Et Julie Lévesque de Commune Opportunité. Commune Opportunité, par ailleurs, un programme, c'est une start-up qui est née dans le cadre de l'action Femmes Entrepreneuses dont Céline Doublet nous a donné quelques informations tout à l'heure. Donc voilà, à retrouver demain. Donc pour ceux qui se sont inscrits, qui suivent le programme demain, un mail va vous être envoyé avec le lien dédié à ces 2 webinaires. Et puis, donc, quelques petites informations pour parler du challenge. Le challenge s'appuie sur une plateforme collaborative qui vous permet, si vous avez des idées, de déposer finalement vos projets et vos idées sur cette plateforme collaborative, de proposer et rechercher des compétences et de constituer vos équipes. À ce jour, nous avons 4 projets qui sont déjà déposés et que vous pouvez aller consulter directement sur la plateforme. Soit vous avez aussi la possibilité de déposer d'autres projets, mais aussi de vous ajouter comme membre intéressé à ces projets déjà déposés. Et donc, vous avez jusqu'au 9 mai pour faire tout cela et donc participer au challenge. À partir du 10 mai, l'ensemble des projets et des équipes rentreront dans un parcours de coaching pour la finale du 10 juillet qui récompensera 5 projets. Voilà, je pense avoir fini de tout vous dire. Et puis, encore une fois, on remercie les co-organisateurs de cette action, les sponsors, les financeurs et les partenaires. On peut citer peut-être tous les partenaires un à un, peut-être? Non, je plaisante. C'est vrai qu'il y a pas mal de logos sur la slide. Donc... Tout à fait. Il y a pas mal de logos sur la slide, mais encore une fois, on les remercie tous vraiment de leur soutien et de leur diffusion, de leur relais. C'est une belle dynamique. Voilà, qui permettent de faire vivre cette action amplement. Allez, 18h07, on va s'arrêter là pour cette session. Merci tout le monde et puis à bientôt, à demain pour la suite des travaux. Merci à tous. Merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir et à bientôt.